La vie va te mettre à l'épreuve 1000 fois. Des personnes vont te provoquer. Des situations vont essayer de voler ton calme. Des moments vont vouloir te pousser jusqu'à la limite de tes émotions. Mais la vraie guerre n'est jamais contre le monde extérieur. Ce n'est pas contre ton chef, ton partenaire, tes parents ou ce conducteur qui a failli te percuter. La véritable guerre est toujours interne. C'est contre toi-même, contre cette voix dans ton esprit qui insiste. Réponds, ne laisse pas passer, crie, perds le contrôle. Voilà la première bataille. Je vais être direct. Celui qui ne se vainc pas lui-même est condamné à l'esclavage. Esclave de la colère, des impulsions, du besoin d'avoir raison, de l'opinion des autres. Et c'est la pire des prisons, celle que l'on ne voit pas. Parce que tu passes ta vie à croire que le problème c'est l'autre, alors qu'en réalité il a toujours été en toi. Marc Aurèle l'avait déjà rappelé dans ses méditations. Celui qui se met en colère se punit lui-même. Tu comprends ? Chaque fois que tu exploses, que tu discutes, que tu perds le contrôle, ce n'est pas l'autre qui saigne. Lui continue sa vie, avec sa colère, avec sa misère. Celui qui se détruit, c'est toi. C'est toi qui alimente le feu qui te consume de l'intérieur. La colère ne punit jamais l'autre. Elle te punit toujours toi. Regarde autour de toi. Presque tout le monde vit ainsi. Il suffit d'un regard de travers, d'un mot mal placé, et l'ego jaillit comme un ressort. Viennent alors les cris, les insultes, les disputes sans fin. Puis, dans le silence, il ne reste que le vide. Ce goût amer d'avoir perdu le contrôle parce qu'au fond tout le monde le sait, je n'avais pas besoin de réagir ainsi. C'est là que le stoïcisme arrache le masque de l'illusion. Celui qui ne domine pas son propre esprit sera esclave du monde. L'ennemi n'est pas extérieur, il ne l'a jamais été. L'ennemi c'est toi, ou plutôt la partie faible de toi qui n'a jamais été entraînée, qui veut crier, exploser, attaquer. C'est pourquoi la première guerre ne se déroule pas à l'extérieur. Elle se déroule à l'intérieur. Tu ne combats pas contre des personnes. Tu combats contre tes émotions incontrôlées. Domine-les, ou tu seras dominé par elles. Le stoïcisme peut être la clé qui te manquait pour éveiller la clarté, cultiver la sérénité et remporter la plus grande des batailles, tes propres émotions indomptables. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans 10 leçons stoïciennes qui vont entraîner ton esprit comme celui d'un guerrier, afin qu'aucune provocation extérieure ne puisse voler ta paix. Avant de commencer, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je triomphe par le calme. Ce sera l'engagement qui guidera tes prochains jours. Commençons. Leçon 1. Qui attend moins, souffre moins. Imagine que tu as passé toute la journée à planifier quelque chose de simple. Rentrer chez toi et trouver un environnement tranquille. Mais en arrivant, quelqu'un crie, se plaint ou déverse même sur toi la colère accumulée au travail. À ce moment-là, la première réaction est de se demander pourquoi cette personne ne peut-elle pas être plus calme? Pourquoi ne parvient-elle pas à agir autrement? C'est précisément là que naît l'irritation, lorsque nous croyons que les autres devraient avoir le même niveau de conscience que nous. Car l'un des plus grands déclencheurs de frustration est justement d'attendre des autres qu'ils aient le même degré de conscience, d'éducation ou de sensibilité que toi. Les gens ne sont pas un reflet de toi. Ils agissent en fonction de leur propre histoire, de leur propre traumatisme et de leurs propres limites. Celui qui a grandi entouré de patience offrira peut-être du calme. Celui qui a grandi entouré de cris ne saura peut-être répondre que par l'agressivité. Et cela n'a rien à voir avec toi, cela a à voir avec le bagage que chacun porte. La théorie de l'esprit nous rappelle que chacun a une perspective unique. C'est comme si chaque personne portait une paire de lunettes différentes pour voir le monde, et tu ne peux pas attendre qu'elle voie avec les mêmes couleurs et les mêmes contours que toi. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de personnaliser les comportements des autres. Tu comprends que ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos d'eux, c'est à propos de ce qui existe en eux. Et rien que cela apporte une immense sensation de légèreté. Tu commences à faire face à la vie sans te sentir constamment attaqué ou déçu. Comme le disait Marc Aurèle, quand tu t'irrites contre quelqu'un, rappelle-toi que c'est un être humain qui se trompe par ignorance ou par nécessité, comme toi aussi tu te trompes. Un autre point que tu gagnes, c'est la maturité de comprendre que les choses arrivent comme elles doivent arriver et non comme tu l'attends. Si quelqu'un n'a pas répondu à ton attente, cela ne signifie pas que le monde est contre toi. Cela signifie simplement que la vie a suivi son propre cours. Épictète nous a enseigné
Ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu désires, mais comme elles sont. Cette simple phrase contient une immense liberté, car lorsque tu cesses de vouloir que le monde suive tes règles, tu commences à vivre le flux de la vie avec légèreté. C'est comme entrer dans une rivière. Si tu luttes contre le courant, l'usure est énorme. Mais si tu apprends à couler avec lui, tu découvres que la traversée peut être bien plus paisible. Alors voici le deuxième point. Sache ce qu'il faut attendre des gens. N'attends pas la perfection. N'attends pas la réciprocité à chaque geste. Attends seulement ce qui est réel. Que chacun donne ce qu'il a en lui. Et prends cet engagement dès maintenant, en écrivant dans les commentaires « Je choisis d'arrêter d'attendre la perfection des autres et de vivre avec légèreté. » Car la frustration naît de l'illusion, mais la paix naît de l'acceptation. Leçon 2. Vous ne choisissez pas les faits, mais vous choisissez comment y répondre. La chose la plus importante que vous devez comprendre, c'est que la colère ne naît pas de ce qui vous arrive, mais de la manière dont vous interprétez ce qui est arrivé. Et après la colère, tout le monde peut choisir comment réagir. Autrement dit, vous pouvez décider si cette phrase mal placée va détruire votre journée ou si elle va simplement passer. Le psychiatre Viktor Frankl disait que cette liberté de choix est la dernière des libertés humaines. Tout le monde la possède et elle peut être la vôtre. Il vous suffit d'entraîner votre esprit à ne pas réagir automatiquement, mais consciemment. Martin Luther nous le rappelle aussi lorsqu'il a affirmé « Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais nous pouvons empêcher qu'ils y fassent leur nid. » De la même manière, vous ne pouvez pas empêcher des pensées de colère de surgir, mais vous pouvez choisir de ne pas les nourrir et de ne pas agir en fonction d'elles. Et voici la clé. La première réaction physique est presque instinctive. Quand quelque chose nous est refusé, quand nous sommes surpris négativement ou contrariés, nous sentons la chaleur de la colère monter, le cœur s'accélérer et les muscles se contracter. Ce premier impact, vous ne le contrôlez pas, il se produit simplement. Mais ce qui vient ensuite est entièrement entre vos mains. Vous pouvez choisir de ne pas entretenir cette flamme, vous pouvez choisir de ne pas nourrir l'irritation. Vous pouvez quitter l'endroit, vous pouvez vous arrêter une minute, respirer profondément 3 fois, compter jusqu'à 10. Il existe plusieurs chemins qui redonnent à votre esprit l'espace dont il a besoin pour agir avec clarté. C'est ce que les stoïciens appelaient la discipline de l'assentiment, la capacité de ne pas se laisser emporter par le premier élan, mais d'examiner chaque émotion avant de la transformer en action. Marc Aurèle a écrit « Si tu es irrité par les choses extérieures, ce ne sont pas elles qui te troublent, mais le jugement que tu portes sur elles. » Alors voilà le premier point. Votre réaction est un choix. Cette liberté n'est pas quelque chose que vous devez conquérir. Elle est née avec vous. Elle fait partie de votre condition humaine. Vous pouvez être dans n'importe quelle situation, face à n'importe quelle provocation, mais personne ne peut vous arracher le pouvoir de décider comment vous allez réagir. Alors, je vous invite à prendre un engagement. Écrivez dans les commentaires. À partir d'aujourd'hui, je domine ma réaction avant la colère. Ce simple geste est déjà un entraînement de votre esprit à choisir, avant tout, la conscience à la place de l'impulsion. Rappelez-vous, celui qui réagit automatiquement est esclave de la colère. Celui qui choisit consciemment devient maître de lui-même. Leçon 3. Rien de l'extérieur ne peut définir ce que vous êtes à l'intérieur. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile de mesurer sa propre valeur à travers la réaction des autres? La photo qui ne reçoit pas beaucoup de mentions « j'aime », le message vu mais resté sans réponse, l'effort ignoré dans le silence. De petits gestes qui soudain paraissent immenses, comme s'ils disaient qui vous êtes ou combien vous valez. Mais votre estime de vous-même ne peut pas être une monnaie d'échange sur la bourse de l'approbation extérieure. Elle doit être quelque chose de solide, qui naît en vous. Quand quelqu'un vous critique ou vous offense, il est naturel de vaciller. Mais si toute votre confiance dépend de l'opinion des autres, vous devenez l'otage de quelque chose que vous ne contrôlerez jamais. Selon la théorie de l'autodétermination, la véritable motivation et la véritable estime de soi viennent de l'intérieur, de l'autonomie, de la compétence et de votre sentiment réel d'appartenance, non de la validation extérieure. Quand vous apprenez à vous valider et à vous reconnaître, vous vous offrez l'un des plus grands cadeaux de la vie, la liberté de ne pas vivre sous le jugement de qui que ce soit. Sénèque a écrit « L'homme qui a confiance en lui ne dépend pas de l'opinion des autres. »
Cette phrase nous rappelle que l'estime de soi n'est pas un trophée à exhiber, mais une conviction silencieuse, construite dans l'intimité. C'est la clarté que votre valeur n'augmente pas quand on vous applaudit et ne diminue pas quand on vous critique. Et voici la vérité. Personne n'a le pouvoir de vous définir, sauf vous. Bien sûr, les compliments font du bien et les critiques peuvent enseigner, mais ni l'un ni l'autre ne doit décider de qui vous êtes. Ce qui définit votre valeur, c'est la manière dont vous choisissez de vous percevoir, la conscience tranquille d'être en train de grandir, d'apprendre et de vivre en accord avec ce en quoi vous croyez. Alors, voici le 4e point. Votre valeur doit être intérieure. Et pour graver cela en vous, faites l'exercice suivant. La prochaine fois que vous entendrez une critique ou que vous ne recevrez pas de reconnaissance, au lieu de vous demander « Que pensent les autres de moi ?», demandez-vous « Que je pense de moi ?» Ce simple changement de question a le pouvoir de transformer votre vie. Écrivez dans les commentaires « Ma valeur naît en moi ». Plus vous renforcez cette vérité, plus votre estime de vous-même devient invulnérable. Et souvenez-vous, seul celui qui se reconnaît à l'intérieur ne se perd jamais à l'extérieur. Leçon 4. Sans frontières intérieures, ton esprit devient chaotique. Qui n'a jamais vécu cela? Tu es déjà fatigué, sans énergie, mais quelqu'un demande un petit service rapide, et même contre ta propre volonté, tu dis oui, puis tu le regrettes, tu ressens un poids, et tu te demandes encore pourquoi tu n'as pas simplement réussi à refuser. Cette scène se répète dans la vie de beaucoup de personnes, et c'est justement là que naît l'usure. Être une bonne personne ne signifie pas être disponible tout le temps. Créer des limites claires est, avant tout, un acte d'autoprotection émotionnelle. Selon la psychologie positive, les personnes qui savent dire non de manière assertive tendent à avoir plus de bien-être, moins de stress et des relations plus saines. Pense, par exemple, à une femme qui est toujours disponible. Au travail, elle accepte des tâches qui ne sont pas les siennes. À la maison, elle aide toute la famille sans jamais rien demander en retour. Parmi les amis, elle n'arrive jamais à refuser une demande. À la fin de la journée, quand elle se regarde, elle s'aperçoit qu'il ne lui reste presque plus de temps pour prendre soin de sa relation, de ses propres projets ou même de sa santé. Le problème n'est pas la bonté, mais l'incapacité à reconnaître que ses propres besoins comptent aussi. Et lorsque tu ne le vois pas, tu finis par vivre toute ta vie sous les priorités des autres. C'est exactement pour cela qu'apprendre à poser des limites est si nécessaire. Il ne s'agit pas de rejeter les gens ou d'être moins généreux, mais de rendre clair où s'arrête la responsabilité envers les autres et où commence le soin envers soi-même. Poser des limites, ce n'est pas éloigner les gens. C'est seulement tracer une ligne invisible qui montre jusqu'où les autres peuvent aller sans t'envahir, sans t'offenser. Et lorsque tu te respectes, les autres apprennent à te respecter aussi. Comme le disait le philosophe Schopenhauer, le respect des autres a sa limite. Il commence là où finit le respect de soi-même. Cette phrase nous rappelle qu'il n'existe pas de véritable bonté sans fermeté, car celui qui ne protège pas son propre espace finit par s'annuler peu à peu. Poser des limites est un acte de courage. Le courage de se choisir, de valoriser son propre temps et de montrer que ton énergie n'est pas infinie. Bien souvent, dire non à quelqu'un, c'est dire oui à ta santé mentale, à ton repos et même à la qualité de tes relations. Alors voici le 5e point. Il est nécessaire de poser des limites. Pour pratiquer, fais ceci. Choisis une situation où tu dirais normalement oui par obligation et essaie de dire non avec calme et respect. Tu vas t'apercevoir que le monde ne s'écroule pas, au contraire, tu te renforces. Écris dans les commentaires. Poser des limites, c'est me respecter. Cette petite affirmation commence déjà à entraîner ton esprit à voir le non, non pas comme un rejet, mais comme une protection. Parce qu'au fond, celui qui apprend à se respecter construit une vie où la paix vaut plus que l'approbation. Leçon 5. Ne sois pas prisonnier de ce que les autres pensent. Imagine quelqu'un choisissant un vêtement, écrivant un message ou prenant une décision simple, mais toujours avec la même question dans la tête. Que vont penser les autres de moi? Vivre ainsi, c'est comme être enchaîné à des yeux invisibles. Tu n'agis jamais de façon libre, mais comme si tu étais un personnage monté pour plaire à un public. Sache que vivre en fonction de l'opinion des autres, c'est comme conduire une voiture en regardant uniquement dans le rétroviseur. Tu ne vois pas la route devant toi, seulement la trace laissée derrière.
Cela fatigue, cela embrouille, et surtout, cela t'éloigne de ton propre chemin. La psychologie humaniste, en particulier les études de Carl Rogers, parle de l'importance de la congruence interne, c'est-à-dire vivre en accord avec qui tu es réellement, et non avec ce que les autres attendent de toi. Quand tu te libères de ce poids, tu gagnes quelque chose qui n'a pas de prix, la liberté émotionnelle. Socrate avertissait déjà de cela il y a des siècles, préoccupe-toi davantage de ta conscience que de ta réputation. Car ta conscience est ce que tu es, et ta réputation n'est que ce que les autres pensent que tu es. Cette distinction est puissante, parce qu'elle montre que la paix intérieure naît de l'alignement avec tes valeurs, et non de l'approbation d'autrui. Et il y a un bonus. Lorsque tu cesses de vivre obsédé par le jugement extérieur, tu découvres que tu n'as plus besoin de juger les autres. Le poids qui s'enlève de toi se transforme en liberté offerte à ceux qui t'entourent. Alors, voici le 6e point stoïcien. Ne t'inquiète pas trop de ce que les autres vont penser. Essaie de faire un test simple. Prends aujourd'hui une petite décision. Le vêtement que tu portes, ce que tu manges, ce que tu publies, non pas selon le regard des autres, mais selon ce qui a du sens pour toi. Commence à choisir ta conscience à la place de l'opinion des autres. Car ce choix répété chaque jour construit une vie beaucoup plus légère, et la plus grande liberté n'est pas d'être admiré par tous, mais d'être vrai avec toi-même. Leçon 6. Vaincre ton ego. Pense à la dernière fois où tu t'es disputé avec quelqu'un. Peut-être s'agissait-il d'une petite chose, comme savoir qui avait raison sur un détail au travail, qui avait dit telle phrase à la maison, ou même un souvenir du passé. Soudain, la conversation qui aurait pu se terminer en quelques secondes s'est transformée en une lutte pour savoir qui allait gagner. Tu as déjà vécu cela. La recherche incessante de la raison, le besoin de corriger l'autre, de remporter une discussion, peut sembler être une manière de s'affirmer, mais au bout du compte, cela ne fait qu'épuiser. Ce comportement crée de la distance, engendre du ressentiment et surtout, nourrit la colère en toi et chez les autres. Des études sur l'égocentrisme cognitif montrent que cette insistance à vouloir avoir raison, à ne pas céder, est une forme de défense de la vanité et de l'arrogance. Mais l'arrogance n'a pas besoin d'être renforcée, elle doit être éduquée. Et éduquer signifie se rappeler que toi aussi tu te trompes, que tu as déjà parlé sans réfléchir, que tu as déjà blessé quelqu'un sans le vouloir, que tu t'es toi aussi déjà trompé. C'est cela l'attitude de la maturité, reconnaître que ce n'est pas toujours ta mission de corriger les autres et que la paix peut valoir plus que la victoire. Aristote l'avait déjà expliqué de manière brillante. Tout le monde peut se mettre en colère, c'est facile. Mais se mettre en colère contre la bonne personne, dans la juste mesure, au bon moment, pour la bonne raison et de la bonne manière, ce n'est pas facile. Cette phrase révèle une vérité profonde. Ressentir de la colère est humain, mais gérer l'intensité, le moment et la manière d'exprimer cette émotion exige de la sagesse. La maturité ne consiste pas à ne jamais ressentir, mais à ne pas se laisser dominer par le sentiment. Parfois, la véritable force réside justement dans le fait de choisir la paix même quand tu as raison. Il suffit que ta conscience soit tranquille, car ce n'est pas l'approbation des autres qui te donne la paix, c'est la clarté de savoir que tu as agi conformément à tes valeurs. Sénèque disait « Il vaut mieux vaincre la colère que de vaincre par la colère ». Garder cela à l'esprit, c'est comprendre que perdre une discussion peut, en pratique, signifier gagner en sérénité. Alors voilà la conscience. Toi aussi tu te trompes. Et quand tu t'en souviens, tu deviens plus patient face aux erreurs des autres. Fais maintenant un exercice mental. Pense à une dispute récente et demande-toi, cela valait-il la peine de gagner ou aurait-il mieux valu garder la paix? Cette simple question peut changer la façon dont tu réagis à partir d'aujourd'hui. Laisse dans les commentaires. Je choisis la paix plutôt que la raison. Reconnaître cette vérité libère, car cela t'amène à voir les erreurs des autres avec plus de patience et de compassion. Et au final, la paix que tu préserves en toi vaut plus que n'importe quelle discussion remportée à l'extérieur. Leçon 7. Réponds par ton silence. Imagine que quelqu'un essaie de te provoquer, dans la circulation, au travail, ou même à la maison. La personne attend que tu réagisses, que tu t'énerves, que tu entres dans son jeu, mais au lieu de cela, tu choisis de ne pas répondre. Le silence crée un vide si inconfortable qu'il désarme souvent plus que n'importe quel mot ne pourrait le faire. As-tu déjà entendu cette phrase «
Le silence est d'or. Eh bien, tu n'as pas besoin de réagir à tout, car tout ne mérite pas de réponse. Le silence, bien souvent, est plus puissant que 1000 mots. Il déconcerte, il désarme et surtout, il préserve ton énergie. Les neurosciences montrent que lorsque nous réagissons avec colère, nous activons le système limbique, qui est la partie la plus primitive du cerveau liée à la lutte ou à la fuite. Mais lorsque nous respirons profondément et que nous choisissons le silence, nous activons des zones liées à l'autorégulation et à la prise de décision. En d'autres termes, le silence est une forme pratique d'intelligence émotionnelle. Lao Tse disait déjà « Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas ». Cette idée ne consiste pas à ne jamais utiliser de mots, mais à comprendre que le silence, souvent, communique plus de maturité que la discussion. Le sage ne se sent pas obligé de répondre à chaque provocation. Il comprend que ne pas réagir est aussi un choix de pouvoir. Réponds par le silence et tu percevras quelque chose de libérateur. Les autres cessent d'avoir autant de contrôle sur ton état intérieur. Tu ne te laisses plus balloter d'un côté à l'autre par les émotions des autres et tu deviens maître de ton centre. Voilà donc la clé. Répondre par le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais de supériorité intérieure. Pour t'exercer, fais le test suivant. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de t'exaspérer, essaie simplement de respirer profondément et de rester silencieux pendant quelques secondes. Observe comme cela change la dynamique de la situation. Écris dans les commentaires. Je choisis le silence à la place de la colère. Cette phrase simple commence déjà à programmer ton esprit à valoriser le calme plutôt que la réaction. Parce qu'au fond, le silence n'est pas vide. Il est rempli de force, de contrôle et de liberté. Leçon 8. Grandis avec les critiques. Souviens-toi de la dernière fois où quelqu'un a souligné quelque chose de négatif chez toi. Peut-être que c'était au travail, à propos d'une erreur que tu avais commise. Peut-être à la maison, à propos d'une habitude qui dérange, ou même d'un inconnu avec un commentaire passif-agressif sur les réseaux sociaux. La première réaction est presque toujours la même. Se sentir attaqué, diminué, injustement traité, et parfois même blessé. C'est comme si la critique projetait un projecteur sur nos fragilités, justement celles que nous passons notre vie à essayer de cacher. Mais est-ce que toute critique est vraiment une attaque? Bien sûr que les critiques peuvent faire mal. Mais souvent, derrière des mots durs se cache un angle mort qui a besoin de notre attention. Ce que tu ne vois pas seul peut être révélé précisément quand quelqu'un te le montre, même de manière inconfortable. La théorie de la mentalité de croissance, proposée par Carol Dweck, enseigne que les personnes qui considèrent la critique comme un apprentissage grandissent davantage et se stressent moins. Elles ne voient pas la critique comme une sentence définitive, mais comme une opportunité d'évolution. Cela ne signifie pas accepter les offenses ou les humiliations. Cela signifie simplement filtrer, garder ce qui peut être utile et rejeter ce qui ne sert à rien. Platon disait « Le sage apprend plus de ses ennemis que le fou de ses amis ». Cette idée nous rappelle que même une critique mal intentionnée peut contenir un fragment de vérité capable de nous transformer, à condition d'avoir l'humilité d'écouter et le discernement de séparer l'essentiel du superflu. Quand tu changes de posture face à la critique, quelque chose de curieux se produit. Elle cesse d'être un poids et devient un outil. Chaque mot se transforme en matériau de construction pour ta maturité. Pense par exemple à quelqu'un qui vit toujours sur la défensive. À chaque remarque, il croit qu'on cherche à le rabaisser. Il interprète toute observation comme une attaque, et c'est pourquoi il vit tendu, toujours dans l'attente du coup porté par le monde. Ce schéma génère de l'usure, de l'anxiété et de l'isolement. Maintenant, imagine cette même personne changeant la question à l'intérieur de son esprit. Au lieu de réagir automatiquement avec colère, elle commence à se demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Soudain, la critique cesse d'être une menace et devient une opportunité. Ce petit changement de perspective peut transformer complètement la manière de vivre. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais le jugement que nous portons sur ces événements. » Quand tu appliques cela aux critiques, tu comprends que ce n'est pas la parole de l'autre qui te définit, mais la façon dont tu choisis de la recevoir. Alors voici le 9e point. Grandis avec les critiques. La prochaine fois que tu entendras quelque chose de négatif, respire profondément, filtre et demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Cette simple question a le pouvoir de changer non seulement l'impact d'une critique,
mais aussi la direction de ta vie. Décide dès maintenant d'apprendre des critiques. Cela ne veut pas dire être d'accord avec tout ce qu'on dit, mais admettre que même dans l'inconfort, il existe une marche vers ta croissance. Parce que chaque critique peut être une pierre lancée contre toi, mais c'est toi seul qui décides. Soit elle te blesse, soit tu l'utilises pour construire le chemin de ton évolution. Leçon 9. L'antidote contre la colère. Imagine que quelqu'un t'ait profondément irrité. Une remarque ironique, une injustice au travail, un geste d'indifférence à la maison. Le cœur s'accélère, l'esprit commence à chercher des arguments pour contre-attaquer. Mais, à ce moment-là, tu choisis autre chose. Au lieu de nourrir la colère, tu décides de te rappeler ce qui existe encore de bon dans ta vie. Cela peut être quelque chose de simple, comme la santé que tu as, une amitié sincère, le toit au-dessus de ta tête, ou même le simple fait de respirer en cet instant. Ce changement de perspective est transformateur. La gratitude a ce pouvoir. Elle transforme le regard du négatif vers le positif. C'est comme si tu allumais la lumière dans une pièce sombre. Rien n'a changé dans l'environnement, mais soudain, tout devient plus clair et plus facile à gérer. Le psychologue Robert Emmons a montré dans ses recherches que pratiquer régulièrement la gratitude réduit les niveaux d'agressivité, de stress et d'anxiété, tout en améliorant le sommeil et le bien-être général. C'est comme si la gratitude était un antidote naturel contre le poison de la colère. En te concentrant sur ce qui fonctionne, plutôt que sur ce qui t'irrite, ton esprit se reconfigure. C'est comme si tu changeais les lentilles à travers lesquelles tu regardes le monde. La même réalité se présente, mais désormais dans des couleurs différentes. Cicéron affirmait déjà « La gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres ». Et cela a du sens car lorsque tu te connectes à la gratitude, tu deviens moins vulnérable à la rancune, à l'envie ou à la colère. La gratitude crée une base émotionnelle qui rend naturel le choix du calme plutôt que du conflit. Utilise la gratitude pour dissoudre la colère. Chaque fois que tu sens l'irritation grandir, fais un petit exercice. Pense à 3 choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant maintenant. Seulement 3. Cette pratique simple a le pouvoir de dissiper la tempête émotionnelle avant qu'elle ne t'envahisse. Et pour renforcer encore davantage cet exercice, transforme-le en un engagement public. Écris dans les commentaires « Je choisis la gratitude à la place de la colère ». Plus tu affirmes ce choix, plus tu te libères du poids des émotions négatives. Au final, la gratitude n'efface pas les problèmes, mais elle éclaire les solutions et te rend la paix. Leçon 10. Laisse partir la colère. Pense à quelqu'un qui porte une valise lourde tout le temps, remplie de pierres. À chaque ressentiment, une nouvelle pierre est placée à l'intérieur. Le problème, c'est que ce n'est pas l'autre qui souffre du poids, c'est celui qui la porte. Garder de la colère, de la rancune ou du ressentiment, c'est exactement cela. Porter des fardeaux qui volent ton énergie et ta paix. Tu as déjà entendu cette phrase. Garder du ressentiment, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre meure. Elle est vraie. La colère constante empoisonne le corps et l'esprit. Le pardon, même en silence, même si personne ne le sait, réduit les niveaux de cortisol, améliore la santé cardiovasculaire et rend à la vie sa légèreté. Parce que pardonner, ce n'est pas approuver ce qui s'est passé, mais c'est se libérer de la prison, de revivre la même souffrance chaque jour. Et il est important de comprendre, se détacher, ce n'est pas oublier, ni faire semblant que cela n'a pas fait mal. C'est choisir consciemment sa propre paix. C'est décider de ne plus offrir le cadeau de son énergie à quelqu'un qui n'existe plus que dans le passé. Comme disait Bouddha, tenir la colère, c'est comme tenir un charbon ardent avec l'intention de le lancer sur quelqu'un. C'est toi qui te brûles. Voilà l'essence du détachement. Vois alors que tu n'as pas besoin d'être l'otage de la colère, de la frustration ou de l'opinion des autres. Tu peux entraîner ton esprit comme on entraîne un muscle, en apprenant à te protéger émotionnellement, à répondre avec conscience, à te valider de l'intérieur, à poser des limites, à choisir la paix plutôt que la raison, à pratiquer la gratitude, à grandir même avec les critiques. Plus tu pratiques, plus tu deviens fort, et tu découvres que ta paix vaut plus que n'importe quelle discussion, n'importe quelle critique ou n'importe quel malentendu. Alors voici le 10e et dernier point, l'art du détachement. Respire profondément maintenant et choisis de laisser partir ce qui n'a plus sa place en toi.
Écris dans les commentaires « Je choisis la paix avant tout ». Cette simple décision peut être le début d'une vie beaucoup plus légère. Rappelle-toi, ta vie ne change pas par ce qui arrive, mais par ce que tu choisis de faire avec ce qui arrive. Si cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, mets un j'aime, écris dans les commentaires et partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre ce message. Merci d'être ici.